Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à notre émission Actu en débat. Actu en débat qui permet chaque semaine de revenir un peu sur l'actualité qui aura marqué ces jours-ci. Pour cette émission, nous avons deux invités avec nous. À ma droite, vous avez Idrissa Keita, journaliste consultant. Et à ma gauche, vous avez Sidi Kunta de Oron TV. Aujourd'hui, deux thèmes assez particuliers nous intéressent. Il s'agit d'abord de la tournée sahélienne du nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama. Quel enjeu faut-il comprendre derrière cette tournée? Ensuite, nous allons en venir à la charte des partis politiques qui est actuellement en débat avec des réformes qui sont proposées par des groupements. Donc, nous allons commencer d'abord par ma droite, M. Keita. La première question, que vous inspire cette visite ou bien cette tournée du nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama? Je tiens à vous remercier. Je salue aussi la rédaction. Pour ce qui est de cette tournée, il y a déjà beaucoup de choses à comprendre. Comme vous l'avez si bien dit, il est le nouveau président. Il s'agit quand même de son second mandat. Et c'est quelqu'un qui vient après un autre, Nana Akufo-Addo, qui a eu maille à partir avec l'AES. Parce que Nana Akufo-Addo, c'était quelqu'un qui prônait les sanctions, qui était là même au moment des sanctions, et qui a foncièrement été contre la ligne des pays de l'AES. Et autant de choses qui ont fait que sincèrement, entre le Ghana et la sous-région sahélienne, ça n'allait pas du tout. Contrairement à John Dramani Mahama, qui lui, dans son approche, je reviendrai plus tard, dans son approche est plus concis, est plus open, et a fait quelque chose que personne n'a fait dans la sous-région pour annoncer les couleurs. C'est qu'il a pris un décret en nommant un envoyé spécial, donc un ambassadeur de fait, pour la zone AES. Décision prise il y a plus d'1 mois, et qu'aucun pays n'en a pas encore été inspiré, mais qui pourrait inspirer à la longue. Donc déjà là, il a annoncé les couleurs. Il avait même invité aussi le président en exercice de l'AES, le général Assimi Goïta, pour qu'il soit à son investiture. Il n'a pas pu venir. Ibé du Burkina a même été la star de cet événement, mais plus tard, le premier ministre, général Abdoulaye Maïga, est parti à Accra. Tout a été mis au point. Donc, dès son arrivée, le président Mahama John a montré son ouverture envers l'AES. Donc, ensuite, c'est un protocole. Quand quelqu'un vient nouvellement, il faut quand même faire au moins le tour du voisinage, prendre les nouvelles, se mettre à jour, être dans certaines réalités pour les relations bilatérales et multilatérales. Il a commencé par Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, qui lui a fait transmettre un message. Et c'est ce qui a donné une saveur à sa tournée. Alassane Ouattara a dit que je pense qu'à 15, nous sommes plus forts que lorsque on est à 3. Donc, prière de parler aux frères de l'AES pour qu'ils reviennent. Il est venu à Bamako, effectivement, il l'a fait. Mais le président en exercice... Voilà, on va en revenir si vous le permettez. D'accord. Il l'a fait. Est-ce que ça a été entendu? Bonsoir d'abord, M. Diop, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Effectivement, moi je vois d'abord en cette visite l'avenir de l'Afrique, même de l'Ouest qui se joue à travers cette visite, comme il vient de le dire. Donc c'est ça aussi l'un des avantages de l'alternance, puisque le nouveau président fraîchement élu donc, va essayer de partir sur de nouvelles bases. Donc raison pour laquelle il a entamé ces visites. Donc avant le Mali, il était d'abord au Sénégal, puis en République de Côte d'Ivoire. Et c'est de là-bas maintenant même que l'appel a été lancé par le président ivoirien, donc de faire en sorte que ces pays-là peuvent revenir. Puisqu'il sait déjà que ces pays-là sont un peu proches du nouveau président, parce qu'ils ont été invités à leur investiture. Donc cela montre que c'est l'avenir de l'Afrique de l'Ouest qui va se jouer. Donc il y a plusieurs hypothèses qui sont là. Mais avant d'emblée d'abord, je vois que c'est un bon signe. Parce que déjà, si on a accepté de les recevoir ici, après le Mali, il est parti au Niger, après le Burkina, donc déjà c'est un bon signe. Ça veut dire que ce sont les discussions qui vont s'ouvrir et à travers ces discussions, peut-être la lumière va jaillir. Donc il y a plusieurs hypothèses quand même. Première hypothèse que je peux dire, peut-être les pays vont accepter de revenir dans la CEDEAO, comme l'appel a été lancé par le président ivoirien. Donc, même si l'appel peut être entendu. Voilà, c'est une hypothèse. Même si ça me paraît un peu difficile, parce que
il y a incompatibilité d'un côté. Pourquoi incompatibilité? Parce que nous sommes en face des présidents qui sont démocratiquement élus et de l'autre côté, nous avons en face des présidents qui ne sont pas démocratiquement élus. Donc, Donc, cela peut faire que cela peut faire que ça peut être un peu difficile. Parce que déjà, si nous voyons un peu dans ces pays-là, de l'AES, Niger, on parle de 5 ans, Burkina, on parle de 5 ans, le Mali, pour le moment, on n'a pas de léger report, on ne sait pas quand. Bon, s'ils vont accepter de venir dans la CEDEAO, une chose est sûre, on va remettre en cause encore ces 5 ans. Donc, on va essayer de partir, dire où est-ce que vous êtes avec les élections. Donc là, ça veut dire qu'il y a un peu d'incompatibilité. Donc, ça va être un peu difficile qu'ils vont revenir quand même. Okay. Donc, ce qui vont nous amener peut-être à une nouvelle hypothèse, comment faire que ces pays-là peuvent collaborer avec la CEDEAO. Ça, c'est une autre hypothèse qui sont là. Parce que malgré qu'ils ont quitté la CEDEAO, mais nous sommes des pays voisins. Personne ne peut contrôler cela. Donc, si nous sommes des pays voisins, nous sommes obligés d'avoir des relations. Donc, sur le plan politique, sur le plan commercial et sur d'autres plans. Peut-être ça, ces côtés-là, on peut envisager ensemble. Et d'un autre côté encore, troisième hypothèse, en dehors de la CEDEAO, le Ghana aussi veut être un partenaire stratégique de ces pays de l'AES. On sait que les pays de l'AES n'ont pas d'accès à la mer. Donc, il faut un pays qui a accès à la mer. D'où le Ghana est en train de se battre, d'où le Togo même est en train de se battre, donc même le Sénégal aussi est en train de se battre. Parce que si le Ghana devient le partenaire de l'AES, ça veut dire que nous allons utiliser les ports de Ghana. Et là, c'est un avantage pour le Ghana. La raison pour laquelle le Togo même veut... Il y a un ministre togolais qui a dit qu'il veut rentrer, il veut adhérer à l'AES. Tout ça, parce que les pays, on dit que les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Parce qu'ils cherchent à avoir leurs intérêts. Parce que si on regarde ces pays-là, ils ont 3 frontières. Ghana a 3 frontières. Donc, avec des pays qui ont déjà l'accès à la mer. Donc, les pays qui n'ont pas accès à la mer, ça, c'est le Burkina. Et le Burkina est membre de l'AES. Donc, ce côté aussi, ça, c'est une autre hypothèse qui est là aussi, qu'ils vont essayer de voir. Okay. Monsieur Keita, mais cependant, il y a certains développent l'hypothèse selon laquelle le Ghana serait en face à des crises économiques assez graves, raison pour laquelle il privilégie surtout le côté bilatéral, parce que c'est un marché quand même assez important, 71,2 millions d'habitants. Est-ce que vous pensez que cette hypothèse est également plausible? Et qu'est-ce qu'il faut faire véritablement pour qu'on puisse sortir de cette situation-là? Bon, déjà, j'aimerais faire une mise à jour. Il faut savoir que l'AES a des façades maritimes. Tout d'abord, quand l'AES, la rupture a pris forme, le premier pays qui est ouvertement venu, qui a pris position, ça a été la Guinée. Le port de Conakry a toujours été à disposition depuis les sanctions de la CEDEAO. C'est même là-bas que l'or du Mali transite. Ensuite, quand il y a eu le coup d'État du Niger, l'application des sanctions sur le Niger, la rupture a pris forme avec le Bénin. Et quand les sanctions ont été levées, là, le Niger a carrément refusé, d'où les difficultés entre les deux pays jusqu'à cet instant. Ils ont récusé le port de Cotonou et ils ont officiellement fait communiquer, donné consigne pour que désormais tout se passe par le port de Lomé. J'oublie pas encore l'initiative marocaine qui a eu lieu il y a bientôt 2 ans, 1 an et quelques. C'est un peu loin quand même. Non. Je parle de l'ensemble des façades maritimes. Il n'y a pas de communication autour, mais c'est des faits. Le Maroc a convoqué tous les 3 ministres des Affaires étrangères. 5 même. Voilà, ne l'oublions pas. Donc, il y a aussi ce paramètre. Donc, le Ghana, en fait, vient un peu, si vous voulez, en retard. En tout cas, sur ce point. Et le Ghana a beaucoup à gagner. Et je peux même dire que le Ghana a beaucoup perdu. Parce que quand il y a eu la crise de Côte d'Ivoire, au temps du président ATT, c'était les ports de Takoradi et de Tema qui avaient pion sur rue entre le Mali et le Burkina. Ils étaient vraiment actifs. Mais au fil de l'évolution des choses, les priorités et les orientations ont changé. Donc, c'est clair que, tout d'abord, au niveau de l'AES, le président Mahama est quelqu'un de très crédible. D'ailleurs, moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'en conclusion, la médiation de Diomaye Faye a été un fiasco, le président du Sénégal. Donc, il fallait qu'on... Il n'était pas seul. Comment? Il n'était pas seul. Oui, mais vous savez... Parce qu'ils étaient un duo quand même. Mais le duo... Diomaye Faye et le président... Dans cette médiation, vous savez pourquoi je ne parle pas du Togo? Lui, depuis 4 ans, il a toujours été médiateur et il n'est pas bruyant. Mais c'est vraiment le président Diomaye Faye qui faisait des communications. C'est vrai, il faut être optimiste. Mordicus
pour dire que non, ils reviendront dans la CEDEAO. Que se passe-t-il en 2025? Ils sont sortis, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de mener ça. Et qui pourrait avoir gain de cause parce que lui, il est plus free, il a de bonnes relations avec eux. Mais en résumé maintenant, comment il faut faire pour sortir de cette situation? Pour sortir de cette situation... Ça ne peut pas demeurer ainsi, il faut quand même une issue. Non, l'AES a l'esprit tranquille. Hein. L'AES va aller sur une simple base. Et puis, ça a été dit. Revenir siéger, s'asseoir au sein de la CEDEAO, ça c'est fini. Ce sont les relations bilatérales, les relations de cohabitation et commerciale désormais qui vont être mises en avant. Mais il y a un dernier point sur lequel je veux rebondir. Le Ghana a quand même quelque chose pour convaincre et faire adhérer même si l'initiative CEDEAO n'aboutit pas, c'est l'initiative d'Accra. Un plan sécuritaire de lutte contre le terrorisme qui est né en 2017, où il y a eu une session très importante en 2022. Le Mali n'y a pas adhéré? Non, le Mali est là-dedans. Le Mali est là-dedans, le Burkina est là-dedans, le Niger même, et même le Nigeria même y était comme membre observateur. Je crois que maintenant, ils sont membres. Le Mali n'y est pas. Si, non, j'ai mes données. Okay. J'ai mes données. Okay. J'ai même eu à faire un dossier là-dessus qui est censé paraître au journal de Soft. Et j'ai regardé la liste des pays. Le Mali est là-dedans. C'est plutôt le Nigeria qui était là-bas en tant que pays membre observateur. Cette initiative qui regroupe autant de pays de la sous-région est une initiative à travers laquelle les pays de l'AES pourraient avoir leur compte et pourraient collaborer avec Accra. D'accord. Monsieur Kunta, dites-moi, vous aussi, qu'est-ce que vous pensez pour sortir de cette situation? Est-ce que, à l'allure où vont les choses, parce que c'est la finalité, est-ce qu'on pourra avoir aussi une AES à la même dimension que la CEDEAO, c'est-à-dire l'ériger en organisation régionale comme la CEDEAO? Est-ce que c'est possible d'aller dans ce sens-là? Bon, de toutes les façons, quand même, il faut trouver quelque chose, il faut trouver un terrain d'attente. Bon, par exemple, il a parlé de la Guinée. La Guinée ne fait pas partie de l'AES. C'est pour ça que j'ai dit que les pays... Non, j'ai parlé des façades maritimes. Oui. C'est pour ça que j'ai dit que les pays sont en train de se battre. Tous les pays qui ont leur port là sont en train de se battre pour collaborer avec l'AES. Parce que l'AES n'a pas de frontières, n'a pas d'accès à la mer. Oui. Si, par exemple, si nous allons vers le Sénégal, ou bien si nous allons vers la Guinée, ou bien vers... c'est leur avantage. C'est pour cela que j'avais dit cela. C'est pour ça que les Ghana aussi veut se positionner. Comme il a dit, autrefois, on partait vers Togo, vers les Ghana. Mais avec les crises, on s'est retourné vers le Sénégal. De nos jours, ça profite bien au Sénégal. Donc, si maintenant, le Sénégal perd le Mali et que nous nous dirigeons vers le Ghana, c'est le Sénégal qui va beaucoup perdre sur le plan économique. Mais de toutes les façons, il faut savoir tirer les leçons du passé. J'avais dit, il y a plusieurs hypothèses. Première hypothèse, déjà, on peut y retourner. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Parce actuellement, il y a incompatibilité. C'est ça, le protocole additionnel. Il y a incompatibilité. Mais ce n'est pas impossible on peut concilier les positions. C'est une possibilité. L'existence de l'AES ne remet pas en cause celle de la CEDEAO. L'AES peut continuer à exister parce que l'AES, déjà, c'est basé sur le 3D. Donc, et maintenant, réintégrer encore la CEDEAO, c'est possible. Parce que déjà, nous sommes dans la période, je peux dire, la période de grâce. Les 6 mois ne sont pas encore épuisés. Parce qu'après les 6 mois, nous allons encore voir comment il faut collaborer avec la CEDEAO. Et maintenant, deuxième hypothèse, j'ai dit, il faut vraiment trouver un moyen d'entente pour collaborer. Parce qu'il faut savoir tirer les leçons du passé. Nous avons été colonisés parce qu'on était colonisables. Il ne faut pas qu'on répète les mêmes erreurs. On était divisés, raison pour laquelle les Blancs se sont réunis, il y avait les Français, les Portugais, je ne sais pas, n'importe qui, les Anglais, ils se sont réunis, donné la main pour venir nous coloniser ensemble ici. Si nous nous fragilisons, ça risque d'être la même chose. Donc, nous risquons de fragiliser l'Afrique de l'Ouest. Raison pour laquelle il faut se donner la main, trouver un terrain d'entente. Que nous réintégrons la CEDEAO ou pas, il faut quand même prendre l'exemple de collaboration. Par exemple, l'exemple, l'espace Schengen. L'espace Schengen, tous les pays ne sont pas membres de l'Union européenne, mais ils collaborent ensemble parce que c'est l'Union qui fait la force. Donc, il faut vraiment trouver les moyens comment nous puissions collaborer. Ça, c'est très important pour ne pas revenir vraiment en arrière et que nous nous fragilisons. C'est l'Afrique de l'Ouest qui va sortir perdant de cette histoire. Donc, trouvons un terrain d'entente ensemble. Comment faire la collaboration? Parce que, par exemple, la libre circulation des personnes et de leurs biens, ça a été possible grâce à la CEDEAO. Et si nous ne sommes plus membres de la CEDEAO, et si on existe des visas, par exemple, entre les pays, qui sera fragilisé? C'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, il faut vraiment chercher un moyen d'entente. Et je pense que c'est une bonne opportunité pour les pays de l'AES. Parce que déjà, il y a la main tendue qui est là. Donc, si on te tend la main, il faut savoir prendre cette main.
Sinon, tu risques encore de sortir la main et tu ne trouveras personne pour prendre ta main. C'est la leçon que je peux dire. Prendre la main, ouverture, et je crois que nous sommes quand même, nous restons quand même des pays voisins, et je pense qu'on ne peut pas déménager un pays comme on déménage chez quelqu'un. Voilà. Donc, vous aviez la parole, vous allez la garder avant qu'on puisse passer à notre invité Idrissa Keïta. Vous avez actuellement suivi, c'est notre deuxième thème, vous avez actuellement suivi le débat en cours par rapport aux réformes sur la charte politique, sur la charte des partis politiques. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives-là et que pouvez-vous nous en dire au moment où nous en sommes aujourd'hui? D'abord, pour ça aussi, la transition, d'abord, c'est donner comme objectif les réformes politiques et institutionnelles. Donc, je vois ça comme une suite logique des réformes, puisqu'on a commencé d'abord par la loi électorale, on a révisé la loi électorale, ensuite on a eu une nouvelle constitution qui a été déjà votée. Donc, la suite logique, c'est la charte des partis politiques, pour venir maintenant compléter la loi électorale. Donc là, c'est une bonne initiative, surtout, puisque la charte des partis politiques est déjà c'est de 2005, donc nous sommes déjà à 20 ans. Donc 20 ans, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc c'est une bonne occasion de revoir surtout les lacunes qui se trouvent dans l'ancienne charte, de faire en sorte que ces lacunes soient corrigées et encore de les renforcer plus. Donc c'est une bonne initiative et c'est salutaire. Et je crois que j'ai vu aussi les communiqués des partis politiques et ils disent que aussi c'est une bonne initiative. Mais là, peut-être, le problème peut venir les contenus. Peut-être ils vont discuter des contenus, raison pour laquelle même ils sont en train de faire des concertations pour qu'au moins, que ça soit vraiment une charte qui est vraiment consensuelle. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est une bonne initiative quand même. OK. Monsieur Keïta, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à la charte des partis politiques actuellement en révision? Tout part d'une recommandation du peuple. Ces 5-6 dernières années, il y a eu assez d'assises, le dialogue national inclusif, avec le fameux triumvirat, les ANR, comment ça s'appelle? Dialogue intermalien. Dialogue intermalien. Même légèrement, pendant la charte de la réconciliation, on a même eu à parler même des fonds à disposition des partis politiques bloqués. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que l'arène politique a 20 ans sur un document, comme on a dit la charte. Et il faut d'admettre que la prolifération des partis politiques a toujours été remise en cause et a toujours été dénoncée, mentionnée à ces différentes assises. Mais la Constitution quand même prône le multipartisme intégral. Oui, justement. Sauf que en son temps, c'est juste qu'on n'est pas allé au bout. Il y avait des drafts. Il fallait peut-être revoir les conditions de création, mais on allait beaucoup plus vers les résultats des élections. Accorder un quota où, quand un parti n'arrivait pas, ce parti-là s'éteignait de lui-même. Mais bon, quand on a voulu pousser un peu ces choses-là, il y a eu discussion ça et là, ça a été mis en stand-by. Mais désormais, là, nous sommes dans une transition. Et contrairement à un régime normal, où les calculs sont légion, dans un régime d'exception, généralement, on va au bout de beaucoup de réformes, advienne que pourra. Donc là, ça s'impose, d'une part. De deux aussi, la donne a changé. On est dans un contexte où on a même les mouvements politiques qui tantôt font le jeu de société civile, mais quand même sont des entités partisanes. Donc, c'est dire même qu'on arrive à un moment où il y a même une confusion. Un peu comme dans notre corporation où parfois un animateur, un journaliste, un présentateur, un maître de cérémonie, on ne fait pas l'alliance. Dans l'arène politique aussi, on va vers ça. Donc, il est temps de revoir ça, de définir des termes pour pouvoir permettre aux formations d'exercer et de ne pas proliférer n'importe comment. Je crois donc que cette initiative-là va dans ce sens. Maintenant, moi j'ai plus suivi le forum des partis politiques, dirigé par Mamadou Oumar Sidibé du parti PRVM de l'Alliance Anko Fasoko. Lui, quand même, il a mobilisé grand. Sauf que même là, pour mettre les partis ensemble, c'est compliqué. Voyez-vous, ce cadre qui est né depuis près de 8 mois maintenant, avait en son sein Maître Moutagatal, qui au bout du compte a créé un propre cadre à lui, où lui aussi il fait des concertations. Finalement, le président Mamadou Oumar Sidibé n'en a pas fait une histoire. Chacun est en train de peaufiner, de consulter pour qu'ils mettent tout ensemble. Parce qu'il est aussi important que les partis sachent
à quelle sauce ils seront mangés, comment est-ce qu'ils doivent évoluer pour ne pas qu'il y ait des frustrés ou qu'il y ait des exclusions lors des élections où tout le monde continue de se mobiliser. Monsieur Kunta, c'est vrai, 20 ans, c'est quand même assez considérable. Certainement que c'est nécessaire de revoir les conditions et tout ça de ces partis. Mais en même temps, est-ce que cela ne s'inscrit pas en faux par rapport à la Constitution qui parle de multipartisme intégral? Et est-ce qu'on a des outils assez performants pour lutter, pour surveiller un peu la création des partis, limiter la création des partis? Parce que certains même, je me rappelle, c'était les assises qui prônaient même l'existence de 2 grands partis, comme aux États-Unis et autres. Souvent même, 2 blocs. Voilà, souvent même on parlait on ne voulait plus des partis politiques. Actuellement, il y a un procès qui se fait sur les partis. Est-ce que vous pensez qu'avec tout cela, on arrivera quand même à trouver des réformes qui puissent être assez importantes pour ramener les gens dans l'essentiel sur la chose politique aujourd'hui? La première des choses... Comment regagner cette confiance? Oui, la première des choses, c'est vrai, c'est que vous venez de dire là, il y a un acharnement contre les partis politiques de nos jours. Peut-être cela est dit à certaines situations. Mais de toutes les façons, il faut que nous respections nous-mêmes nos textes. Déjà, nous sommes en démocratie. Et la démocratie ne peut pas se faire sans les partis politiques. Et cela même est garanti par la Constitution. Donc, avec la nouvelle Constitution, l'article 39 dit que les partis sont créés et ce sont les partis qui vont concourir pour le pouvoir. Ils sont créés pour ça. Mais maintenant, ce qu'il faut aussi déplorer, ça c'est le nombre pléthorique. Le pléthorique des partis politiques, là, vraiment, c'est un problème. Même les présidents des partis politiques les dénoncent. Si un pays comme le Mali, 22 millions d'habitants, on a à peu près 400 partis politiques. On n'a pas 400 projets de société. C'est trop. Donc maintenant, il faut une application intelligente, comme pour emprunter les mots de l'ancien Premier ministre. Donc, comment il faut faire? C'est vrai, le multipartisme politique est là. On peut rien. Mais il faut créer des conditions pour vraiment que tout le monde ne peut pas créer des partis politiques. Donc, les conditions de création, il faut les revoir. En dehors des conditions de création, maintenant, comment faire pour que les partis ne soient pas créés seulement et ne mènent pas d'activité? Parce qu'il y a des partis, on ne les voit pas, sauf à l'approche des élections. Et très généralement aussi, ce sont des partis qui n'ont pas de candidats à l'élection. Ils vont seulement s'ajouter à un autre candidat pour avoir des places. Donc là, ce sont des choses qu'il faut revoir. Il faut maintenant un cahier de charges. Donc dans ces cahiers de charges, non seulement le parti doit avoir un siège, il y a des partis, il faut le déplorer, il y a des partis qui n'existent que dans les sacs. Les récépissés des partis se trouvent dans les sacs. Le parti n'a pas de bureau, le parti n'a pas de siège. En un mot maintenant, comment il faut vraiment assainir? Voilà, c'est ce qu'il faut mettre dans la charte des partis politiques. Pour qu'un parti puisse exister, il faut des charges donc, que le parti vraiment doit observer. En faisant ces charges-là, peut-être ça va un peu diminuer le nombre. Par exemple, si on dit que quelqu'un qui n'a pas de député ou quelqu'un qui n'a pas de conseiller, donc ça veut dire qu'automatiquement, le parti va s'éteindre de lui-même. En dehors de cela, on a parlé, les partis parlent beaucoup de leur financement, le financement des partis politiques. Il faut que cela aussi soit clair. Les financements, ce n'est pas pour le président du parti, ce n'est pas pour les militants du parti. Il faut que ces financements-là soient utilisés pour former les militants. Si vous voyez que les gens détestent aujourd'hui les partis politiques, un peu c'est dit à leur, ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Parce qu'on n'a pas donné assez de culture politique à la population. Donc si la population n'a pas de culture politique, c'est forcément que la population va voir les partis politiques autrement. Donc voici des conditions qu'il faut créer pour un peu, Monsieur Keita, est-ce que vous êtes en phase avec ce que vient de développer Monsieur Kunta? Oui, entièrement. Il est malheureux de constater qu'il y a même des partis qui existent comme clé USB. Et c'est quand même déplorable. Or, un parti, c'est une entité déjà. On doit pouvoir la voir, on doit pouvoir la localiser. Nous sommes dans un contexte où l'aide aux partis politiques a été suspendue. Peut-être de façon un peu abusive, parce que la loi n'a pas été abrogée. Mais c'est un message, ça voudrait dire que les partis ont disposé de fonds qui au final n'ont pas servi parce que les gens ont pris les rues. Et donc, il faudrait... Voilà, de façon ramassée. Il faudrait revoir donc l'utilisation et même mettre un contrôle, voire même faire un audit déjà, pour en savoir où est-ce que nous en sommes par rapport à cela. Il faudrait évidemment obliger quiconque crée sa formation à avoir les standards, un siège, une comptabilité et ce qu'il faut. D'ailleurs, même pour clore, je pourrais même dire, on pourrait même s'inspirer de la Guinée, hein, qui dernièrement, le ministère de l'administration territoriale a eu à faire le tour de l'existant, à sortir des recommandations qui vont dans ce sens.
Donc, je crois que n'importe qui n'est pas censé créer un parti. Et il faudrait aussi évidemment avoir des critères pour pouvoir aller à des élections, pour pouvoir avoir une représentativité. Quand bien même un parti peut exister sans représentants et un parti peut avoir des représentants, parce que ce n'est pas tout le monde aussi qui a la chance d'avoir des maires ou surtout des députés où les places sont limitées. Ok. Donc, je vous demande de m'excuser parce que l'émission est à présent terminée. Le temps qui nous est imparti est relativement court, mais je crois qu'on a fait le tour de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Monsieur Keita, merci. Monsieur Kuntao également, merci. Donc, ce qu'on peut retenir par rapport à ce dossier, c'est qu'il faut assainir encore davantage on va dire, le landerneau, ou bien la sphère politique, l'arène politique, si on peut dire en un mot. Voilà, donc ça aussi, il faut le dire. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup, merci pour avoir suivi cette émission. Donc, nous vous rappelons que nous avions 2 thèmes aujourd'hui. C'était relatif à la tournée sahélienne du nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama, et les réformes en cours pour la révision de la charte des partis politiques. Comme invité, nous avions M. Sidi Kunta de Horon TV et M. Idrissa Keita, journaliste consultant. Merci beaucoup et à une prochaine émission.